Bon, ben, merci de participer à cette seconde leçon, à ce second cours. Donc, le cours d'aujourd'hui va essentiellement porter sur les composés lamellaires, et en particulier l'hybridation des composés lamellaires. Et vous verrez que bon, ces composés lamellaires sont très riches. Il y a une chimie, je dirais, très riche à développer. Et le problème de l'hybridation se résume, je dirais, de façon très simpliste, souvent à un problème d'insertion ou d'intégration. Alors, là, dans la leçon précédente, je vous avais fait un certain historique et vous aviez vu que, en particulier, les argiles, dans l'histoire des matériaux hybrides organiques et inorganiques, ont joué un rôle prépondérant. Je vous avais cité comme exemple, en fait, l'exemple du bleu Maya qui est bien connu, ou bien l'exemple, en fait, des systèmes de blanchiment qui étaient utilisés par les Romains, qui étaient également à base d'argile. Donc je souhaite commencer cette leçon par un autre exemple historique, c'est celui des céramiques chinoises, appelées donc des céramiques coquilles d'œufs, bon, qui datent, vous voyez, d'il y a longtemps. Alors leur particularité, c'est que les Chinois savaient en fait élaborer des céramiques ou même des porcelaines d'une très très grande finesse, typiquement des systèmes qui étaient très minces, de l'ordre de 0,4 mm, à partir d'argile, ce qui était vraiment quelque chose de relativement difficile. Et en particulier, bon, au niveau des analyses, ces argiles étaient des argiles à base de kaolinite, qui est une argile, je dirais, assez commune. La kaolinite, par exemple, bon, bah, ça vient en fait du nom du kaolin, donc c'est un dérivé du kaolin, et le nom de kaolin vient du nom d'une montagne en Chine qui s'appelle Kaoling. C'est de là que vient l'origine du nom. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cette argile, c'est que plus récemment, vous voyez, dans les années 63, les études en fait, du mécanisme en fait, d'insertion en fait, de certains composés dans ces argiles a été mise en évidence. Alors, je vous rappelle très rapidement ce qu'est la kaolinite. Hein, c'est un silico-aluminate, c'est donc un phyllosilicate, puisque ce sont des tétraèdres en plan de silicium en fait, qui sont accolés à des octaèdres dans lesquels se trouve en fait, le cation aluminium. Donc, je reviendrai dans quelques transparents, je reviendrai sur la classification des argiles. Mais là, bon, simplement, c'est un argile 1,1 donc, qui correspond en fait à une structure. Vous avez un plan de tétraèdre et un plan d'octaèdre qui est dioctaédrique parce que simplement, dans le cas de l'aluminium, vous allez le comprendre dans quelques transparents, eh bien, il y a en fait 2/3 des octaèdres qui sont occupés par l'aluminium. En fait, c'est une argile laminaire, mais qui n'est pas chargée. Et je ne sais pas si vous voyez très bien dans cette diapositive, en fait, ce que vous voyez dans les plans entre les deux systèmes lamellaires, ce sont en fait des groupements hydroxydes qui sont pendants. Donc en fait, cette argile n'est pas chargée, mais cependant, en fait, cette argile peut intercaler des molécules très polaires comme l'urée. Et en fait, le secret de la poterie chinoise, c'est que en fait, dans ces montagnes de kaolin, étaient en fait des lieux d'aisance. Et en fait, c'est le vieillissement des urines qui produisait de l'urée, et c'est de l'intercalation de l'urée qui a changé finalement les propriétés physico-chimiques de cette argile kaolin. En fait, c'est un peu le fruit du hasard et de la nécessité, mais en tous les cas, ça donne des poteries absolument remarquables. Alors, comment ça fonctionne? En fait, en général, les argiles sont chargées, mais pas toutes. Et en général, ce sont des échanges d'ions qui donnent lieu finalement à des processus d'intercalation. Mais dans le cas de l'urée, c'est une polarisation finalement du bord du feuillet qui en fait modifie le réseau de liaison hydrogène et des molécules d'eau qui sont à l'intérieur du feuillet, une espèce de levier en fait. Et ce levier moléculaire agit finalement à tous les niveaux autour de l'argile pour finalement pouvoir permettre l'insertion de cette molécule et l'exfoliation des feuillets. Et donc, c'est cette exfoliation des feuillets qui est particulièrement intéressante, car en fait, c'est ça qui va permettre la mise en forme d'argile très fine. Typiquement, ça, c'est une microscopie électronique de kaolinite dans un broyeur à galets, donc vous voyez, un broyeur assez efficace, 128 heures. Et la kaolinite en présence d'urée, vous voyez, intercalée à l'urée, broyage au mortier simple, je dirais en 15 minutes, vous voyez tout de suite qu'au niveau de la taille des objets, on obtient des objets qui ont des tailles submicroniques dans ce cas-là, donc des toutes petites plaquettes. Et donc, c'est
je dirais, cette exfoliation de la kaolinite en présence d'urée qui permet finalement un mélange beaucoup plus efficace et beaucoup plus homogène avec la silice et le feldspath qui sont d'autres composantes de la porcelaine. L'ensemble procure une bien meilleure plasticité et également une meilleure tenue au séchage et thermique. Donc ça, c'était pour, je dirais, un peu démarrer cette leçon sur les composés lamellaires. Et comme je vous disais, les argiles prennent une place très très importante dans tout ce qui est lamellaire et hybride. Bon, d'une part parce que ce sont des matériaux abondants, peu coûteux et naturels. Donc en voici quelques-uns, donc des vermiculites, de la montmorillonite, qui est une des argiles, je dirais, au niveau académique, qui est très très étudiée, le talc, qui est également une argile. Bon, des argiles qui ne sont pas des lamellaires, mais plutôt des argiles à canaux telles que la sépiolite ou la paligorskite, dont je vous ai parlé dans la dernière leçon au sujet du bleu maya. Également, d'autres composés lamellaires qui sont particulièrement étudiés sont les hydroxydes double lamellaires, nommés HDL. À nouveau, au niveau naturel, vous voyez, bon, il y a une grande variété de systèmes en fonction finalement des taux de substitution, des stoichiométries et des cations que l'on insère. Alors, dans certains cas, bon, ce qui est amusant, c'est qu'au niveau cristallographique, on retrouve finalement des structures, vous voyez, comme ici dans la vermiculite, ou ici dans la pyrohorite ou dans l'hydroquitalcite, qui est un peu la référence cristallographique pour les HDL. On retrouve également des structures planaires qui miment un petit peu qui rappellent un peu les structures en feuillet. Alors, ces argiles et surtout ces HDL peuvent être obtenus de façon naturelle. Donc, ensuite, on peut les purifier pour différents types d'applications, mais également peuvent être obtenus par des voies synthétiques. Et en général, ce sont des voies synthétiques qui se font dans l'eau et compatibles avec un certain nombre de composés organiques, je dirais verts, en particulier des biopolymères. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui sont étudiés depuis, je dirais, maintenant bien longtemps, mais qui restent en fait très fortement d'actualité. Alors, au niveau des applications, vous voyez, ça, j'ai tracé très rapidement un petit diagramme qui montre les domaines d'application des matériaux lamellaires et surtout de leurs nanocomposites hybrides. Alors, ça touche un petit peu à plein de domaines. L'automobile, donc tout ce qui est renfort et allègement, l'emballage, allègement et également effet barrière, la construction, Henri Vandamme vous en parlera, tout ce qui est liant à ciment, les articles de sport, à nouveau allègement, étanchéité, les aspects mécaniques, optimisation des problèmes mécaniques, dans le médical et la cosmétique, en particulier des adsorbeurs, des supports. Dans les textiles, il y a eu énormément de travaux qui touchent les argiles en tant que retardants au feu. En agronomie, bon, des vecteurs, réservoirs, je vous montrerai un petit exemple. Dans les fluides spéciaux, fluides de forage, également dans le refinage et la purification, également dans les peintures pour modifier les propriétés thixotropes des peintures. Également en fonderie pour tout ce qui est moule et moules céramiques. En catalyse, je vous montrerai quelques exemples. Donc vous voyez, ce sont des matériaux qui touchent franchement à peu près à tous les domaines. Alors, juste une petite photographie, donc vous voyez, pour vous rappeler que finalement, les adsorbeurs à humidité ou les médicaments du type Malox sont à base d'argile. Certains articles de sport, tels que ces balles de tennis très compétitives, les peintures thixotropes, les systèmes composites pour l'emballage étanche, également tout ce qui est allègement dans l'automobile et également pour tout ce qui est photostabilisation des herbicides et relargage contrôlé d'herbicides, ce qui permet en particulier de traiter des sols avec des quantités d'herbicides et de façon efficace avec des quantités d'herbicides qui représentent à peu près le quart de ce que l'on met habituellement lorsque l'on disperse des herbicides au niveau agricole. Donc c'est quand même un gain, malgré que l'idéal, ça serait de ne pas utiliser d'herbicides, mais on en a besoin parce que sinon il y a une partie de la planète qui, de toute façon, n'aurait pas de quoi se nourrir. Mais le fait de les encapsuler dans les argiles, c'est vraiment un gain écologique. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est simplement vous rappeler quelques éléments fondamentaux sur ces matériaux lamellaires. Donc, ils sont constitués d'un réseau hôte. Généralement, ce sont donc les feuillets minéraux et un espace interfoliaire. Alors, cet espace peut accueillir des espèces présentes dès le départ, dès la synthèse, ou des espèces qui peuvent être invitées. Donc, l'espace peut être vide ou occupé. Et en fait, la cohésion en fait, de ces systèmes lamellaires, lorsque l'espace est vide, est essentiellement due à des liaisons hydrogènes, des interactions dipôle-dipôle et des interactions de Van der Waals. C'est très souvent pour ça qu'on appelle cette lacune, en fait, le gap de Van der Waals.
Bon, alors bien sûr, quand l'espace est occupé, indépendamment de toutes ces actions-là, de toutes ces interactions-là, on a en plus toutes les forces de solvatation, les aspects interaction électrostatique et les possibilités également de faire du greffage chimique. Alors, au niveau des propriétés, des possibilités d'hybridation, bien sûr, elles dépendent d'un certain nombre de paramètres. Je dirais la structure et la composition chimique des feuillets minéraux, là on va le discuter, la charge des feuillets, la nature des espèces qui sont insérées entre les feuillets et leur mode d'association, la cohésion et la mécanique des feuillets, et également tous ces systèmes-là ouvrent de nombreuses possibilités de modification via l'hybridation, et vous allez voir des exemples d'exfoliation ou même de reconstruction des systèmes. Alors, comment caractérise-t-on et comment mettons en évidence ces matériaux laminaires? Alors évidemment, il y a plusieurs méthodes. Bon, évidemment, la microscopie électronique, c'est une méthode de choix. Il y a également pour les analyses locales tout ce qui concerne les spectroscopies de résonance magnétique ou d'infrarouge ou de Raman. Mais une des méthodes, je dirais, qui est la plus utilisée dès que vous lisez en fait des articles sur les matériaux lamellaires, c'est la diffraction des rayons X, tout simplement parce que ces matériaux ont des structures caractéristiques du fait, de leur structure anisotrope en lamelles. En général, sur les diffractogrammes de rayons X, ça c'est pour une HDL, mais je vais revenir sur sa définition, vous voyez à bas angle, donc vous voyez toute une série de raies qui correspondent finalement à des harmoniques associées finalement à la direction d'empilement et à des grandes valeurs de l'angle. En fait, vous voyez tout ce qui se passe à l'intérieur des feuillets. Et donc, ça vous permet en fait en particulier d'étudier l'ordre, les substitutions cathodiques à l'intérieur des feuillets. Alors, donc ces feuillets, comme je vous le disais au départ, peuvent être soit neutres, soit négatifs, soit positifs. Et donc, quand les feuillets sont neutres, en général, l'insertion, ce sont des molécules polaires mais non chargées. Je vous montrerai quand même des exemples où on peut passer outre. Les feuillets sont négatifs, donc la charge de ces feuillets va être compensée par des insertions d'espèces positives. Et puis pour des feuillets positifs, bien entendu, l'inverse. Alors au niveau des charges, c'est-à-dire en fait, j'ai reporté sur ce petit tableau en fait le rapport entre la surface et une charge électronique. Donc l'inverse finalement, c'est la densité de charge. Vous voyez que bon, certains chalcogénures ou même certains argiles, la kaolinite dont on parlait tout à l'heure, sont des systèmes qui sont totalement neutres. Les argiles smectiques, qui sont des argiles qui ont des très bonnes propriétés de gonflement, se situent, vous voyez, dans les parties, je dirais, avec une densité de charge relativement moyenne. Et lorsque l'on descend, eh bien, vous avez la densité de charge qui augmente. Et les hydroxydes double lamellaires, qui eux sont des argiles à feuillets positifs, c'est un petit peu comme ça qu'on les appelle de façon commune, ont également des densités de charge qui sont relativement élevées. Alors, quelles sont les stratégies finalement de synthèse de ces matériaux hybrides? Donc on peut les rendre hybrides en fait, soit directement par post-synthèse, par modification, ou par synthèse directe. Alors l'intégration dans l'espace interfeuillé, il y a différents modes d'intégration, soit simplement une intercalation basée sur un échange d'ions, une intercalation par interaction acide-base, l'intercalation par un transfert électronique, ou une intersertion, je dirais, par greffage chimique. Alors l'intégration, elle peut avoir lieu de façon directe, soit en coprécipitant des sels métalliques, soit en faisant du sol-gel ou en synthèse hydrothermale, en présence en fait des composants minéraux ou organiques que l'on veut insérer dans le gap de Van der Waals. Alors, sur ce transparent, finalement, j'ai résumé avec des petits dessins ce que je venais de vous dire précédemment. Donc en fait, on a un composé au départ qui est lamellaire, naturel ou synthétique. Donc on peut simplement insérer finalement des molécules ou on peut les greffer. Donc évidemment, l'espace occupé va être modifié au niveau de la nature chimique et également au niveau de l'espacement de la distance interfoliaire, où on peut également simplement inclure par échange des monomères polymérisables ou carrément des macromolécules dans ce gap interfoliaire. Alors par synthèse directe, eh bien, on réutilise finalement les mêmes entités avec des briques moléculaires. Et en général, ce sont des réactions d'hydrolyse-condensation, très souvent en milieu basique ou à des pH, je dirais, au-dessus de 7, qui permettent finalement de reconstituer ces phases lamellaires avec comme partenaire, comme invité finalement, la molécule en bleu, fonctionnelle ou non, que vous auriez choisie au départ.
Alors maintenant, je vais parcourir un petit peu les différents types de matériaux lamellaires en fonction des charges des feuillets. Alors je vais commencer par, je dirais, de mon point de vue, peut-être les plus simples à expliquer. Donc les matériaux lamellaires à base de feuillets positifs. Alors je dirais le matériau modèle de base, c'est l'hydroxyde double lamellaire. Donc naturellement, celle que l'on trouve, c'est l'hydrothalcite. Donc c'est un système à base de magnésium, d'hydroxyde de magnésium et d'aluminium, où la partie négative insérée, ce sont des ions carbonates, puisque dans la nature, il y a énormément de CO2, donc il y a la transformation CO2-carbonate. Et également, dans certains hydroxydes lacunaires, on retrouve également des feuillets positifs avec des anions qui sont insérés du type chlorure. Alors au niveau donc des hydroxydes de double lamellaire, je voudrais m'arrêter juste 2 petites minutes pour vous rappeler en fait des bases un peu structurales. Ce sont donc des hydroxydes. Alors un des hydroxydes le plus simple, c'est la brucite, l'hydroxyde de magnésium, qui est en fait composé, vous voyez, de plans d'octaèdres associés par des arêtes. Alors pour comprendre cette structure très facilement, il suffit de voir que en fait tous les hydroxydes, les ions OH-, sont dans un empilement compact d'anions. Et donc, ceci génère en fait des sites octaédriques. Et donc, ces feuillets d'octaèdres sont peuplés, en fait, au centre de chaque octaèdre, vous allez avoir un magnésium, et tous les octaèdres vont être remplis dans ce cas-là. Donc, simplement, si vous regardez les conditions d'électroneutralité, pour cette formule-là et la coordinance de 6 octaédriques, eh bien, vous avez tous les groupements hydroxy sont pontants triples, et vous avez un site, chaque site est rempli par un magnésium. Alors, l'autre cas limite, c'est la gypsite, où maintenant c'est un trihydroxyde d'aluminium. Dans ce cas-là, la structure globale, c'est à nouveau une structure de plans d'octaèdres reliés par des arêtes, dans lesquels, en fait, à nouveau, vous avez un empilement compact d'anions OH-, et à nouveau, vous générez autant de sites octaédriques à travers en fait, cet empilement d'anions, mais pour des raisons, je dirais, d'électroneutralité, vous avez, dans le cas de la gypsite, vous avez deux octaèdres sur 3 qui sont remplis, c'est-à-dire que vous avez systématiquement une lacune. Vous avez un octaèdre qui reste lacunaire. Alors maintenant, si on regarde au niveau des HDL, eh bien, les HDL, ce sont des feuillets de brucite, donc qui a priori sont de la même structure que MgOH 2 fois. Vous avez un cation divalent qui remplit finalement tous les sites octaédriques, mais ces feuillets en fait sont substitués par des cations aluminium 3+, et bien entendu vous amenez une charge supplémentaire positive et la neutralité du feuillet est donc compromise, et donc dans ce cas-là vous avez des feuillets qui sont, je dirais, positifs, et donc pour compenser ces charges positives, vous allez avoir en fait des anions qui vont venir s'insérer dans l'espace interfoliaire. Alors bien sûr, la brucite, c'est le modèle de base, mais globalement, vous pouvez y mettre en fait la plupart des métaux divalents, vous voyez, avec des propriétés, je dirais, magnésium, zinc, donc au niveau électronique, des propriétés relativement neutres, mais dès que vous allez vous éloigner vers des métaux de transition D, eh bien, vous allez voir apparaître par exemple des propriétés magnétiques, voire catalytiques. Alors les métaux trivalents qui peuvent substituer les sites du magnésium ou autre, eh bien, bon, l'aluminium, je dirais à nouveau, c'est le modèle de base, mais vous pouvez imaginer finalement substituer par des tas de métaux trivalents avec des propriétés électroniques associées aux orbitales D. Alors évidemment, vous allez compenser finalement ces deux feuillets positifs par des charges négatives qui vont être insérées. Alors les modes de synthèse des hydroxydes de double lamellaire, j'en ai sélectionné 3, il y en a un 4e, mais je dirais que c'est les 3 principaux. Alors ce qui est le plus utilisé, c'est la coprécipitation directe des deux cations divalents et trivalents dans les bonnes proportions, sous azote évidemment pour éviter que le gaz carbonique ne s'insère et que vous formiez un carbonate, et donc le tout avec un pH contrôlé, pH basique comme je vous le disais au départ. Et donc c'est comme ça qu'on obtient, je dirais, les HDL synthétiques. Ceci dit, des méthodes pour obtenir des HDL dans la littérature, il y en a d'autres. À partir du moment où vous en avez formé une HDL avec des anions à l'intérieur, vous pouvez, par échange anionique, finalement, reformer un autre type d'HDL. Et également, il y a une méthode qui est très utilisée dans les laboratoires de recherche travaillant sur les HDL, c'est ce qu'on appelle la méthode par reconstruction. C'est-à-dire, si vous utilisez une HDL et que vous la calcinez à des températures de l'ordre de 450 degrés, en faisant très attention au niveau des cinétiques de traitement thermique pour retenir finalement un certain nombre de molécules d'eau, vous obtenez une phase qui est pseudo-spinelle et amorphe, qui après, une fois qu'elle se réhydrate,
permet en fait de reconstruire finalement les HDL. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de reconstruction. Alors, une autre méthode en fait pour modifier finalement la structure des HDL en fait est basée sur les réactions d'échange ionique. Donc je vous en cite qu'une, mais vous allez voir qu'on peut en faire un certain nombre. Je vous cite celle-ci parce que je la trouve particulièrement élégante en fait. Vous voyez, dans cet exemple, bon, c'est un exemple de Crepaldi, bon, qui est passé au laboratoire il y a quelques années. Donc ça, c'était son travail de thèse. Donc c'est une HDL zinc chrome dans lequel en fait vous avez des sulfonates du dodécylsulfate en fait qui est intercalé, qui compense la charge des feuillets positifs. Et donc l'échange en fait avec un anion A- va se faire parce que on utilise finalement un surfactant, le cétyltriméthylammonium, avec comme contre-anion ce que vous voulez. Alors, donc il va y avoir une interaction très forte hydrophobe entre les deux chaînes, et donc vous allez former une espèce de tensioactif à deux têtes. Et donc le fait d'avoir une partie hydrophobe très fortement marquée par association de ces deux chaînes, via un transfert de phase dans un solvant type de chloroforme, vous allez complètement déplacer l'équilibre et insérer très facilement, pratiquement n'importe quel type d'anion. Alors sur les HDL, je voudrais encore vous commenter d'autres possibilités de modification et d'insertion. Alors je vous ai dit que bon, l'insertion la plus évidente, c'est un échange d'anions, mais cet anion, eh bien, vous pouvez le choisir de telle façon à ce qu'il porte certains types de fonctionnalités, des fonctionnalités dont je vais vous donner quelques exemples dans quelques secondes. Et ensuite, vous pouvez même faire réagir ces fonctionnalités avec d'autres molécules. Donc ça a été fait en particulier par l'équipe de Clermont, qui ont énormément étudié, bon, Fabrice Leroux et d'autres, qui ont énormément étudié ces possibilités d'insertion. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ce groupement sulfonate? Eh bien, ça peut être un acide sulfonique porteur d'une fonction amine ou un styrène sulfonate, vous voyez, donc une fonction amine qui va être très facile à réagir avec des tas de groupements ou une fonction polymérisable. Et donc vous pouvez ensuite coupler, par exemple, cette fonction amine soit avec un époxyde, soit avec une anhydride pour effectuer en fait des modifications de ce type. Ce ne sont que des dessins, mais ce sont des réactions qui marchent, je dirais, très très facilement. Ou bien vous pouvez polymériser finalement la fonction styrénique pour en fait faire une réaction de couplage ou même élaborer en fait un système qui sera un macromonomère du type polystyrène sulfonate. Donc ça, ce sont les façons donc, de commencer à ouvrir des fonctionnalités beaucoup plus riches dans les hybrides à base d'HDL. Alors en ce qui concerne les matériaux lamellaires, feuillets négatifs cette fois-ci, il y en a toute une série, je dirais, donc, qui sont affichés sur ce transparent, mais je vais plutôt me focaliser au niveau structural sur quelques exemples, hein, en particulier celui des phosphates et celui des argiles. Alors, bon, bien sûr, il y a des phosphonates, des métaux trivalents, il y a tout ce qui est les acides phosphoantimoniques, il y a également des titanates et des niobiates qui, en fait, génèrent des lamellaires à feuillets négatifs. Alors, au niveau des phosphates, qu'est-ce que ça donne ? Le plus simple, et je dirais le plus couru dans la littérature, c'est le phosphate appelé alpha-ZRP. En fait, c'est une structure qui est lamellaire, constituée, vous voyez, d'octaèdres en violet qui correspondent finalement au site zirconium, donc entouré de 6 oxygènes. Et ces octaèdres, pour former ces plans, sont reliés par des tétraèdres HOPO3. Donc vous voyez, donc, il y a deux des sommets du tétraèdre qui permettent de faire le lien entre les octaèdres. Et il y a ensuite un sommet qui est libre, qui va être la double liaison phosphore-oxygène, et un autre sommet qui porte en fait le groupement acide POH. Et donc ces systèmes-là vont être des acides relativement forts qui vont permettre de libérer finalement un certain nombre de protons dans l'espace interfoliaire. Et donc les feuillets vont être négatifs et donc l'espace interfoliaire va être occupé en fait par des systèmes chargés positivement. Et ce sont des systèmes qui ont été énormément étudiés dans tous les échanges, je dirais par exemple avec des fonctions amines qui se protonnent et rentrent sous la forme d'un alkylammonium.
pour obtenir, vous voyez, des phases lamellaires où il y a vraiment une augmentation de la distance entre les deux lamelles. Et donc, de ce fait-là, vous diminuez très fortement, je dirais, les interactions de type Van der Waals et vous pouvez aller jusqu'à l'exfoliation du système, c'est-à-dire que vos lamelles se dispersent totalement en milieu liquide et vous pouvez vous servir en fait de cette dispersion colloïdale pour déposer des films. Alors là, donc ce sont des films, vous voyez, qui peuvent être ensuite d'une finesse telle que vous pouvez les remodeler. Donc ça, ce sont des travaux anciens qui ont été faits par les collègues italiens, en particulier par Giulio Alberti et Umberto Costantino. Donc ça, c'est une façon, je dirais, via un échange acide-base, d'insérer une molécule dans un matériau lamellaire, dans le cas présent, à feuillet négatif. Alors, si je voulais commenter les argiles, c'est que ce sont des matériaux, je vous l'ai dit au départ, très très intéressants et qui, au niveau structural, on présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes. En particulier, donc, ce sont des aluminosilicates, mais donc dans lesquels les cations peuvent être substitués, donc j'appellerais ça plutôt des métallo-aluminosilicates. Alors la particularité de la plupart des argiles, c'est que ce sont des systèmes qui sont basés sur des réseaux de tétraèdres, où vous voyez ces tétraèdres donc de silice SiO4 sont assemblés en fait en systèmes hexagonaux. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des phyllosilicates, et également des réseaux d'octaèdres dans lesquels on trouve les cations non silicés, qui sont à nouveau des réseaux qui ressemblent un petit peu à ce que je vous ai montré précédemment dans les structures brucites. Et en fait, l'argile se forme en fait, par condensation de ces plans, de réseaux de tétraèdres de silice sur ces plans d'octaèdres, vous voyez, donc en mettant en commun certains oxygènes ou certains ponts hydroxaux. Donc dans les argiles, bien sûr, les choses sont plus compliquées que dans une structure brucite parce que les atomes pontants, l'empilement compact d'anions, eh bien, ce n'est pas un empilement ordonné. Vous pouvez y trouver des groupements hydroxaux, des groupements oxaux et également des halogénures. Donc la chimie des argiles est une chimie qui est relativement complexe. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne deux types d'argiles, donc des argiles qu'on appelle à une couche. Donc il y a une couche composé de deux finalement réseaux, un réseau de tétraèdres accolé à un réseau d'octaèdres. Ça, typiquement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre de la kaolinite, et des réseaux d'argile à deux couches. Donc, c'est un espèce de sandwich, en fait, où vous avez les réseaux d'octaèdres qui sont encadrés, sandwichés, en fait, par des réseaux de tétraèdres. Alors, en ce qui concerne les réseaux d'octaèdres, eh bien, on revient dans la même logique que précédemment, c'est-à-dire des deux cas limites, brucite et gypsite. Eh bien, en fonction donc, de la nature des cations, vous allez avoir des systèmes où tous les octaèdres vont être pleins, comme dans le cas de MgOH deux fois, par exemple, et c'est ce qu'on appelle dans des systèmes trioctaédriques, et d'autres exemples dans lesquels vous n'allez avoir que 2/3 des octaèdres qui vont être pleins, et c'est ce qu'on va appeler des argiles dioctaédriques. Donc très souvent au niveau de la nomenclature, vous voyez des argiles 2,1 dioctaédriques, 2,1 trioctaédriques. Donc en fait, c'est relativement simple à comprendre, mais surtout une fois que ça a été imagé. Alors par exemple, en ce qui concerne les argiles à couche 2,1, deux exemples qui sont très utilisés dans la littérature, la montmorillonite et la vermiculite. Donc ce sont des argiles, vous voyez, 2,1, il y a une couche puis deux, et donc celle-ci est une dioctaédrique parce qu'en fait 2/3 des octaèdres sont pleins. Et en particulier, vous avez une substitution du magnésium par de l'aluminium et des cations dans l'espace interfolaire qui peuvent être différents en fait en fonction de la charge. Du côté de la vermiculite, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez la possibilité finalement, l'aluminium peut adopter des coordinances 4 ou 5 ou 6, ça les collègues de la RMN le savent très bien. Vous avez également les possibilités de substituer dans les sites tétraédriques de l'aluminium, mais également la vermiculite, il y a des substitutions de cations trivalents et divalents dans les sites octaédriques. Et l'ensemble, en fait, donne des charges donc négatives au feuillet d'argile, et donc ces charges négatives sont compensées par des molécules ou des cations, je dirais, positifs. Alors, après vous avoir résumé, en fait, les principales caractéristiques des systèmes lamellaires à feuillets chargés positifs et négatifs, je voudrais simplement m'attarder sur les systèmes qui sont dits à feuillets neutres. Alors là, bon, il y en a à nouveau une très large famille, donc à nouveau une chimie très très riche,
aussi bien du côté donc, des argiles 1,1 type kaolinite, que j'ai décrit dans les premiers transparents, également énormément de phosphonates de métaux divalents, des chalcogénures, des chalcogénures, donc les premiers, les plus étudiés ont été des chalcogénures du type TiS2. Je vais vous montrer un exemple concernant des chalcogénures du type MnPS3, et puis également des hydroxydes simples lamellaires, et ça, je vous montrerai des exemples vers la fin de l'exposé. Alors, en ce qui concerne les argiles, donc je ne vais pas revenir dessus, je vous ai suffisamment montré les structures des argiles. Je voudrais simplement vous illustrer rapidement des matériaux lamellaires à feuillet neutre en prenant l'exemple des phosphonates et l'exemple des chalcogénures du type MnPS3. Alors, voilà, en ce qui concerne donc les systèmes lamellaires à feuillet neutre, les phosphonates de zirconium sont obtenus très facilement par réaction en fait, de ce précurseur, donc, qui peut être considéré comme un sel de zirconium en présence de l'acide phénylphosphonique. Donc phényl, phosphonique, vous voyez, donc il y a deux groupements réactifs, et ces deux groupements réactifs, c'est eux que vous retrouvez ici, qui vont servir en fait de lien entre les octaèdres de zirconium qui sont en violet. Donc, quand vous regardez ce qui se passe à une petite échelle, de façon à être plus clair, vous voyez donc le phényl, donc c'est ce que vous voyez ici. Il y a une liaison du tétraèdre qui est une liaison P double liaison en fait qui n'est pas engagée, qui est ce que vous voyez finalement à l'arrière des tétraèdres. En fait, c'est justement l'atome que vous ne voyez pas. Et donc chaque phosphore a deux liaisons POH qui sont substituées, qui en fait connectent deux atomes de zirconium, ZR1 et ZR2, de deux sites différents. Donc ça, c'est un système, je dirais, neutre par excellence. Alors, en ce qui concerne le second exemple, c'est celui des MPS3. Alors, ce sont des chalcogénures dont le motif de base, en fait, ils peuvent être un peu considérés un peu comme des polymères de coordination, si on voulait, en fait. Donc, ces systèmes-là, le motif, l'anion de base, c'est un anion P2S6 4-, voyez, qui va se connecter, si ça marche. Non, mais ce n'est pas grave. Donc on va passer à... Voilà. Donc il va se connecter en fait à 6 octaèdres contenant en fait des métaux divalents. Et ces ensembles de 6 octaèdres ensuite se connectent pour faire des plans. Et si vous retournez le plan de 90 degrés vers vous, ce que vous observez, c'est une structure qui est lamellaire, dans laquelle finalement vous avez ces anions P2S6 4-, en fait, qui se connectent à 6 manganèses ou à 6 cations divalents différents. Alors la synthèse en fait, de base, celle qui a été faite en premier, c'est une synthèse par des voies de chimie du solide haute température à partir des éléments à des températures de l'ordre de 750 degrés. En tube scellé, vous voyez, on chauffe 7 jours et on obtient des cations du type MPS3. Alors il y a une autre synthèse qui, pour quelqu'un qui fait de la chimie douce, me paraissait plus intéressante. C'est une synthèse qui a été développée par le groupe d'Orsay avec René Clément, qui considère finalement, eh bien, on a un anion, alors qui va suffire de faire une précipitation comme une espèce de coordination entre l'anion P2S6 et le manganèse pour obtenir du manganèse MnPS3 par exemple. Donc en fait, c'est directement une coordination finalement des cations de plus. Le cadmium, bon, il y a des tas de systèmes dévalents qui fonctionnent par l'anion P2S6 4-. Alors bien entendu, ces systèmes, quand on les regarde au niveau cristallographique, ils sont super, ils sont parfaits, ils sont neutres. Mais tant qu'ils restent neutres, eh bien, ils n'ont pas tellement d'intérêt au niveau des propriétés d'insertion. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on peut forcer l'insertion dans l'espace intralamellaire en jouant par exemple sur une contrainte électrochimique, et dans ce cas-là, on va faire pénétrer des cations du lithium, du sodium, mais en changeant les états d'oxydation finalement du feuillet, ou bien finalement, on va rendre le feuillet imparfait, typiquement en traitant les feuillets de MnPS3 avec ce sel, donc ce sel, c'est du tétraméthylammonium bromide, dans un solvant, de telle façon à créer un système lacunaire. Et une fois que le système lacunaire est créé parce que vous allez finalement désorber des cations manganèse ou cadmium ou autres du feuillet pour les mettre en solution, eh bien le processus est lancé, vous allez avoir un feuillet qui va être justement chargé, et donc vous allez pouvoir, en jouant sur la charge de ce feuillet, insérer tout type
tout type de molécules organiques. Alors, il y a eu énormément d'études avec des colorants, avec des catalyseurs, avec des systèmes organométalliques, des colorants luminescents, des colorants photochromes, également des colorants pour l'optique non linéaire. Alors, les descriptions générales, pour aujourd'hui, bon, elles vont s'arrêter là. Ce que je voudrais vous montrer, finalement, maintenant, c'est toute une série d'exemples qui me paraissent relativement intéressants et qui utilisent, finalement, ces composés lamellaires dans leur ensemble pour cibler un certain nombre de propriétés physiques et physico-chimiques. Alors, la première propriété, celle que j'ai mise en premier, c'est les propriétés mécaniques. Pourquoi ? Parce que, finalement, les composés lamellaires et les propriétés mécaniques, en fait, les hybrides lamellaires et les propriétés mécaniques, c'est un mariage réussi. C'est ce qui est déjà utilisé, je dirais, dans les structures d'allègement dans les voitures et dans des tas d'exemples appliqués. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, en général, l'insertion dans des lamellaires qui peuvent être des argiles et des HDL pour les systèmes les plus étudiés au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez soit introduire des monomères réactifs, soit carrément des polymères ou des macromolomères organiques pour créer des nanocomposites. Alors maintenant, le point important, ça va être justement de jouer sur le caractère organophile de la structure lamellaire de telle façon à orienter finalement cette structure lamellaire soit vers des systèmes où, vous voyez, ce sont des agrégats qui sont ségrégés, soit des systèmes où on a un début d'intercalation, soit à des systèmes dans lesquels finalement vous avez carrément exfoliation des feuillets minéraux dans un système polymère. Alors bien entendu, vous le voyez de façon assez évidente sur ces transparents, au niveau des interfaces, les interfaces vont être totalement différentes et donc de ce fait, l'ajustement des bonnes propriétés mécaniques de ces systèmes va énormément dépendre finalement de comment vous gérez la physico-chimie de ces systèmes. Alors c'est vrai pour les polymères et je pense que c'est également vrai pour les matériaux de construction dans de nombreux cas, mais avec d'autres types de composantes. Alors, un exemple, je dirais, parmi les premiers, en fait, à ma connaissance, qui ont travaillé sur les nanocomposites argile polymères, vous voyez, c'est les travaux de Blumstein au Bulsock-Shim 61. Alors, ce genre de concept a été très très bien repris par nos collègues de Toyota au Japon, vous voyez, en 87, puis également par nos collègues américains, Pinavaya, en 94. Alors, la démarche est la suivante. Donc, on part d'une argile type organique dont les feuillets négatifs sont compensés par des petits cations, sodium ou autres. Donc on fait une première réaction d'échange de telle façon à donner finalement de la plasticité au système et à commencer à exfolier le système, par exemple avec un cation, des ions onium chargés, vous voyez, du type, c'est une chaîne alkyle avec porteuse d'un groupe, c'est un aminoacide si on veut, mais pas biologique, hein. Chargé positivement. Donc on insère finalement, par une réaction simplement d'échange, on échange en fait les cations alcalins par ce genre de molécules. Alors donc ça a plusieurs effets, ça a surtout l'effet donc d'augmenter la distance interfeuillière et de commencer finalement le processus d'exfoliation. Alors ensuite, en fonction des monomères ou des macromonomères utilisés, bon là ce sont les deux exemples, soit du côté américain, soit du côté japonais, on peut insérer par exemple une résine époxy que l'on va faire ensuite polymériser à des températures de l'ordre de 200 degrés. Et donc l'insertion de cette résine époxy puis sa polymérisation, vous voyez, conduit à des systèmes, ça c'est une photo de microscopie électronique, dans lesquels on a relativement bien exfolié l'argile, et donc en fait on a des distances interfeuillées qui peuvent être variables, je dirais, dans l'argile simplement gonflée, les distances interfeuillées sont de l'ordre de 10 angstroms, du nanomètre, et elles peuvent aller jusqu'à 100 nanomètres dans l'argile exfoliée en présence de polymères. Alors, du côté de Toyota, ce qu'ils avaient utilisé, c'était un précurseur bien connu, le gamma-caprolactane, qui était un précurseur du nylon 6, donc du perlon. Donc ce système-là, par polymérisation, par ouverture de ce cycle, va conduire à la formation de polyamides. Alors l'argile, dans ce cas-là, a une double fonction. Il y a toujours la même fonction, c'est-à-dire de créer en fait un polymère qui va exfolier l'argile pour obtenir des propriétés mécaniques particulières et intéressantes, mais également, vous voyez, vous avez en fait le caractère acido-basique de l'argile qui va servir de catalyseur pour finalement catalyser l'ouverture en fait de cette molécule cyclique pour former le nylon. Alors au niveau des propriétés mécaniques, vous voyez, ça c'était les propriétés mécaniques de l'époque, et je trouve ça assez remarquable. Le passage finalement au composite permet de moduler, vous voyez, les propriétés de résistance en tension du polymère pratiquement d'un facteur 40%, et on double pratiquement le module Young.
Et c'est aussi pour ça que finalement, au niveau, je dirais, des applications, argile et polymère, c'est un domaine qui a démarré très tôt, mais qui a des retombées importantes dans la vie de tous les jours. Vous avez énormément de composites qui sont basés en fait sur ce genre de concept. Alors, ce que l'on peut faire, c'est également inclure finalement des fonctions organiques pour l'optique. Alors là, je vais aller assez vite. Bon, vous avez énormément d'exemples dans la littérature où vous allez échanger finalement, selon la nature du feuillet, positif pour les HDL, négatif pour les argiles, des colorants, par exemple, des colorants qui vont être des colorants sous forme anionique. Ça, ce sont des molécules qui ont été échangées, ce sont des pyrènes anioniques intercalés, ou bien, vous voyez, des styles basonium cationiques intercalés dans une argile. Donc ça, c'est un peu le processus d'échange d'ions tout simple. Il y a énormément de travaux dans la littérature qui concernent ces approches. Également, il y en a eu également énormément dans les NMPS3, je vous l'avais cité au préalable. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que là, il y a vraiment, c'est une physico-chimie qui est particulièrement difficile. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller intercaler un colorant en faisant un échange d'ions. Ça, tout le monde sait faire. Une des difficultés, c'est que la plupart des propriétés optiques que vous allez récupérer avec ces systèmes-là, que ce soit de l'optique de la luminescence ou de l'optique non linéaire, vont énormément dépendre du contrôle que vous allez avoir sur l'agrégation, sur l'organisation en fait, de ces molécules dans un système interfeuillé. En particulier, ce système-là, ça peut être un système qui pourrait répondre pour l'optique non linéaire d'ordre 2. Mais en fait, de la façon dont la structure s'organise, vous voyez, c'est un système qui devient centrosymétrique. Et donc, quand vous regardez les propriétés tensorielles pour l'optique non linéaire d'ordre 2, les systèmes centrosymétriques, la réponse est 0. Et pourquoi ? Parce que vous avez ce mode d'organisation particulier qui a été mis en évidence parce que, en fait, les chercheurs ont poussé finalement l'étude jusqu'à aller polymériser finalement les molécules intercalées via une réaction qui est très connue, c'est une cycloaddition de type Diels-Alder, et 100% des molécules se trouvent sous cette forme-là. Donc, ce qui donne une preuve supplémentaire à cette configuration particulière des molécules. Donc, en fait, beaucoup de travaux, mais des travaux avec des réponses intéressantes au niveau optique, beaucoup moins, à cause de ces problèmes-là. Certains agrégats sont intéressants, mais il faut arriver à en contrôler la structure et l'étape d'agrégation. Alors, matériaux hybrides conducteurs ioniques. Alors, à nouveau, eh bien, on peut introduire dans des systèmes... donc ça, c'est une argile de type montmorillonite, donc, avec des cations alcalins qui servent à compenser les charges négatives des deux feuillets. Donc là, donc, en général, ces cations, bien entendu, ne sont pas tout nus, ils sont solvatés. Donc en fait, on peut jouer, je dirais, sur les forces de complexation relatives, particulièrement en introduisant un complexant avec une meilleure affinité au niveau de la complexation pour le cation que l'eau, typiquement des éthers-couronnes. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir insérer des molécules neutres supplémentaires dans l'espace interfoliaire pour créer, vous voyez, des espèces de molécules piégées dans des éthers-couronnes. Alors ça, le concept est assez intéressant, ce qui veut dire qu'on peut faire rentrer dans un système non pas via un échange de charges simplement, mais également en jouant sur une affinité de complexation plus ou moins forte. Alors ça a été énormément étudié par mon collègue Eduardo Ruiz-Gizki. Donc il a étudié, vous voyez, l'insertion de différents types d'éthers-couronnes, et en fonction de la nature du cation, petit cation, gros cation divalent, etc., eh bien, il y a toute une variation structurale à l'intérieur du feuillet. Je dirais le plus simple, c'est bien sûr sodium avec un éthers-couronne en C15, mais quand vous comparez ces deux-là, vous voyez déjà, là, vous êtes obligé, pour compenser la charge, de faire rentrer deux éthers-couronnes. Les distances interfoliaires, l'écart des distances interfoliaires par rapport à la distance de départ passe du simple au double, etc. Donc, vous avez toute une configuration qui va énormément dépendre, à l'intérieur du feuillet, de la nature du cation que vous insérez et de la nature de l'éther-couronne. Mais alors, plus intéressant, puisque l'on peut faire rentrer des systèmes complexés par échange ionique, eh bien, voilà ce qu'on peut faire. On peut insérer donc des polymères dans la mémoire ionique, mais en particulier, si on insère des polymères du type polyéther, polyéthylène oxyde, qui sont très connus pour leur capacité à complexer des cations, eh bien, au moment du processus d'échange, on va insérer l'ensemble, c'est-à-dire polymère plus cation alcalin, et on va de ce fait-là obtenir des nanocomposites qui vont présenter finalement des réseaux de cations avec des polymères complexants qui présentent des propriétés, par exemple, de conduction ionique intéressantes. De même, on peut utiliser non pas des systèmes couplés entre un cation et un polymère neutre, mais directement des systèmes polycotioniques du type chitosane.
Et donc à ce moment-là, ben, le polymère cationique va simplement s'insérer dans l'espace interfoliaire et va s'insérer dans une première étape de façon à saturer finalement la capacité d'échange de l'argile. Alors ça peut être intéressant pour élaborer des capteurs. Ça, c'est également un travail qui a été fait dans le groupe d'Eduardo Ruizicki. Alors la première couche permet finalement de saturer les capacités d'échange de l'argile. Donc ça, c'est la première couche. Donc l'argile est déjà gonflée, donc vous pouvez en fait faciliter l'insertion d'une deuxième couche, mais comme au niveau des charges, vous avez déjà saturé finalement les capacités d'échange, vous pouvez dans un deuxième temps insérer finalement le chitosane chargé avec son contre-anion. Et à partir de ce système-là, vous pouvez élaborer des électrodes qui vont être des électrodes qui permettent, en fait, via le dosage potentiométrique d'anion, vous voyez, ça c'est la variation du potentiel en fonction de l'activité, et qui vont être sélectifs à différents anions. Et en fait, ce qu'ils ont reporté, c'est une sélectivité qui allait dans ce sens, vous voyez, du plus sélectif, le nitrate. Et donc, ça vous permet vraiment de faire, en fonction en particulier des variations des pentes, de classer finalement les différents anions. Donc, c'est un mode qui est simple, peu coûteux, je dirais. Hein, c'est peu coûteux pour faire un capteur qui soit assez intéressant. Alors, matériaux hybrides et conducteurs électroniques. Donc là, je voudrais vous montrer 3 exemples qui concernent l'utilisation. Bon, celui-là, je passe. Qui concerne essentiellement l'utilisation de polymères organiques conducteurs. Alors, parmi les polymères organiques conducteurs, bon, il y en a 2 qui sont très très connus, qui sont le polypyrrole et la polyaniline. Tous 2 deviennent conducteurs par polymérisation oxydative. Alors, comment peut-on procéder? On peut partir donc du monomère de l'anilinium protoné via une réaction d'échange dans une argile. Donc on insère donc ce cation. Ensuite, on utilise un persulfate comme oxydant pour polymériser, vous voyez, la forme polyaniline, qui est la forme éméraldine sel, qui est en fait la forme la plus conductrice de ce genre de polymère conducteur. Donc on a un certain nombre d'étapes, mais on peut également utiliser plus astucieusement une argile dans laquelle on vient insérer directement l'aniline. L'aniline qui va se polymériser via une réaction d'oxydoréduction avec des cations dont les couples d'oxydoréduction permettent la polymérisation de l'anile, typiquement du fer par exemple. Donc vous allez polymériser de l'aniline et pour obtenir finalement la forme la plus conductrice, la forme dopée de l'aniline, et bien à ce moment-là vous allez être obligé de traiter dans un second temps sous acide pour protoner finalement les groupements azote et obtenir de l'éméraldine. Et donc ça vous permet d'obtenir finalement des argiles avec des conductivités, qui sont semi-conductrices en fait au niveau des valeurs, avec des conductivités électriques qui sont de l'ordre de 10-3 Siemens par centimètre. Mais il y a un matériau lamellaire qui est un petit peu un matériau à tout faire. Ça, c'est un travail qui a été énormément développé par Jacques Livage. Donc, c'est des matériaux à base de gel de pentoxyde de vanadium, V2O5. Ces gels sont facilement obtenus, vous voyez, par acidification d'un sel, très simplement parce qu'il faut rendre réactifs ces groupements VO3, on les hydroxyle par acidification, pour former finalement des gels de pentoxyde de vanadium, dont la structure est une structure lamellaire composée de doubles couches de V2O5. Et dans ces doubles couches sont insérées en fait des molécules d'eau. Donc c'est une structure lamellaire, ça se caractérise relativement bien par diffraction des rayons X, et ces lamelles donnent en fait des structures en fibre, ou plutôt je dirais en ruban, qui ont des tas de propriétés, dont des propriétés cristal liquide. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ce matériau, justement, c'est un petit peu un matériau à tout faire. Et pourquoi? D'une part, c'est un acide. Et c'est un acide, donc tout acide dans l'eau génère des réactions de dissociation à la surface. Et donc vous allez avoir des réactions de dissociation qui vont créer des sites négatifs et surtout des protons. Également, les feuillets d'oxyde de vanadium, ce sont des feuillets où l'essentiel des vanadiums va se trouver à l'état d'oxydation 5, mais il y a toujours des défauts qui sont créés. Vous allez avoir un semi-conducteur parce que simplement vous allez avoir quelques vanadiums à l'état vanadium 4 et de ce fait-là, eh bien, vous allez avoir un saut d'électrons qui va être possible dans ces feuillets. Et donc ces feuillets vont générer des propriétés de conduction électronique avec des valeurs qui ne sont pas très élevées, vous voyez, de l'ordre de 4-10-5 Siemens par centimètre. Mais ce qui était très, très, très intéressant, c'est que vous avez à la fois un système qui est acide et vous allez avoir à la fois un système avec un bon couple oxydoréducteur, vanadium 5 et vanadium 4. Alors ça a été utilisé par un collègue grec américain, je dirais
Mercuric acidis, pour élaborer justement des composites à base de polyaniline. Et cette fois-ci, vous voyez, la polyaniline peut s'intercaler via finalement une réaction de protonation, puisque le système est un acide. Et puis ensuite, il peut y avoir une polymérisation oxydative de l'aniline, puisque vous avez le fameux couple V5 donne V4. Et donc, en une seule étape, en mélangeant simplement le gel et le monomère, et donc l'aniline, eh bien, vous obtenez des matériaux composites faits de V2O5 réduit et de polyaniline sur la forme éméraldine, puisque vous avez eu la protonation au départ associée à l'acide. Et là, vous voyez, les conductivités électriques commencent à être bougrement intéressantes, parce que vous avez à la fois la conductivité de l'aniline, et également la conductivité des feuillets de V2O5, puisque vous avez augmenté finalement, via la réaction oxydante de l'aniline, vous avez également réduit finalement les feuillets de V2O5. Alors, matériaux pour la catalyse, à nouveau des tas de propriétés intéressantes. Donc là, les argiles et les HDL, en fait, sont souvent mentionnés dans de nombreux travaux comme des catalyseurs possibles du passé, je dirais, en chimie prébiotique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément d'études qui ont montré que finalement, lorsqu'on insère finalement des acides aminés dans ces structures lamellaires, eh bien, on obtient très facilement des polypeptides. Et même, je dirais, il y a une bonne vingtaine d'années, il y a eu des études qui concernent l'insertion de monomères de l'ARN de ce type, qui ont montré que dans des conditions très douces, on pouvait former des acides polynucléiques avec des taux de condensation de l'ordre de 40. Donc, les mécanismes réactionnels, par exemple pour les acides aminés, vous voyez, que ce soit du côté des argiles, que ce soit du côté des HDL, ce sont un premier échange, je dirais, basé sur l'échange de charges. Et les premiers intermédiaires qui ont pu être isolés, ce sont des systèmes qui sont des systèmes cycliques. Et ensuite, par analyse, on trouve que ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que ces systèmes conduisent à la formation de systèmes polypeptidiques. Donc ça, c'était un petit peu le côté, je dirais, charmant des argiles et des HDL, c'est en fait cette relation avec la chimie prébiotique. Mais de façon beaucoup plus concrète, les HDL et les argiles sont utilisés dans des tas de réactions catalytiques. Pourquoi ? Eh bien, cet exemple sur les HDL va tout de suite vous faire comprendre l'intérêt de ces systèmes. Vous avez dans les HDL des sites basiques, des sites acides, et vous pouvez également rajouter finalement, puisque ce sont des systèmes qui invitent finalement énormément de possibilités au niveau structurel, vous pouvez également inviter des sites qui permettent l'hydrogénation. Alors, ça, ce sont des travaux que j'ai choisis parmi les travaux qui sont faits dans l'équipe de Montpellier entre Didier Tichit et Corinne Gérardin. Ce qu'ils ont étudié en particulier, c'est, vous voyez, c'est une étude en cascade où le système va permettre, à partir donc du benzaldéhyde et du propanol, d'aller directement former le 2-méthyl-3-phénylpropanal. Et cette molécule est d'un intérêt pharmaceutique certain parce que c'est analogue du MKC 442 qui est une molécule fortement active contre le VIH. Mais là, l'intérêt, c'est que le catalyseur, et ça c'est aussi un intérêt en chimie verte, c'est-à-dire au lieu d'avoir 3 réactions catalytiques que vous traitez dans 3 réacteurs différents, avec tous les problèmes de solvant, de récupération de solvant que ça pose, en une étape, vous pouvez faire les 3 réactions. Alors là, je vais aller assez vite. Donc en fait, il y a la préparation du catalyseur. Donc il faut inclure finalement un catalyseur qui permette l'hydrogénation. Donc ce sont des colloïdes hybrides de palladium qui permettent, via à nouveau une réaction d'intégration en fait, des colloïdes dans l'espace interfoliaire, de positionner finalement le palladium. Et ensuite, par réduction du matériau hybride, on obtient finalement, vous voyez, des catalyseurs qui possèdent les fonctions acides et basiques initiales de l'HDL et en plus des fonctions hydrogénantes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, la réaction en cascade, on veut aller finalement à la formation de ce type de composé, mais vous voyez, selon le type de route, vous pouvez avoir énormément de produits secondaires qui se forment. Alors, ce que ça donne exactement, voilà, donc c'est une réaction en cascade qui est obtenue dans le système hybride qui a été optimisé. Donc, le rendement conversion dans la molécule intéressante, c'est 64%. Ça a l'air d'être rendement moyen, mais si vous faites 3 étapes à 80% sur des réactions catalytiques, ce qui est pas mal au niveau des médicaments, le rendement global, ça va être 50%. Au niveau de la sélectivité, vous voyez, vous avez des sélectivités sur la molécule, malgré le nombre de voies possibles, qui sont de l'ordre de 77%, ce qui est très très bien. Et en plus, comme je vous le disais précédemment, vous évitez 3 étapes de synthèse dans différents solvants et toutes les purifications de solvants. Et donc, je pense qu'au niveau chimie verte, toutes ces réactions en cascade, je vous en reparlerai dans une autre leçon, sont particulièrement prometteuses et intéressantes. Alors, matériaux hybrides à l'interface avec la biologie, eh bien,
Des molécules biologiques sont des molécules organiques certes un peu grosses, mais qui sont également chargées. Donc a priori, dans des systèmes, par exemple, à feuillet positif tels que les HDL, bon, ça c'est un travail de Choi en Corée, vous pouvez par échange simplement introduire donc, des nucléotides monophosphates différents et également de l'ADN. Donc ça se caractérise facilement, je dirais, par diffraction des rayons X, puis un ensemble de spectroscopies. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'ADN va être totalement protégé finalement dans cet espace interlamellaire. Et donc ce qu'a fait Choi, c'est qu'il a également étudié finalement les possibilités de ces biohybrides HDL-ADN comme vecteurs non viraux. Et en particulier, bon, il les a insérés dans des cellules. Alors, il y a cette encapsulation, comme beaucoup d'encapsulations, présente un certain nombre d'avantages. En particulier, elle diminue fortement les dégradations par l'ADNase. Vous avez également une neutralité de l'objet inséré en fait, qui favorise l'endocytose. Ces argiles, ces phases lamellaires du type HDL sont solubles en pH acide. Donc les pH en fait, que le système rencontre au niveau des lysosomes sont de l'ordre de 4-5 et donc sont suffisants pour dissoudre finalement je dirais la coque protectrice. Et ensuite, vous pouvez avoir insertion finalement de l'ADN en fait, au niveau du noyau. Donc ce sont des systèmes qui sont relativement prometteurs. Alors, au niveau donc, des phases hybrides avec de la biologie, je voudrais surtout m'attarder 5 minutes, et ce sera, je pense, les dernières 5 minutes, sur cet exemple, en fait, où on peut synthétiser des analogues du talc. Je vous rappelle que le talc, c'est une argile donc trioctaédrique, 2,1, vous avez 1 et 2, et donc, en fait, on peut faire des analogues finalement, ces plans de silicium, d'oxyde de silicium, peuvent être modifiés par des groupements organiques, des groupements organiques silylés, pour obtenir une sorte de talc hybride. Alors, comment fait-on? Eh bien, l'expérience est assez simple, finalement. On part, en fait, à partir de précurseurs moléculaires. Le précurseur, le magnésium, l'une des composantes du talc, un organosilane, pH basique, l'organosilane pouvant être un époxyde, un métacrylate, ça c'était les premiers travaux qui avaient été faits par les Japonais, ou bien des fonctions amines, thiol, époxy. Et donc, vous précipitez l'ensemble, vous obtenez un précipité blanc dont la structure de rayons X, dont les diffractions sont larges parce que ce n'est pas un matériau très organisé, mais qui correspond aux diffractions du talc. Et vous obtenez donc finalement un matériau hybride dans lequel vous avez substitué un certain nombre de fonctions silicium par des fonctions organosilanes porteurs de différentes fonctions organiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que vous avez en fait ces phases lamellaires, ce talc hybride, eh bien, si vous avez à l'intérieur donc, de ces chaînons organiques une fonction amine, eh bien, vous pouvez la protoner. Donc, la protonation de cette fonction amine et la dilution en fait, de ce talc hybride dans un solvant en milieu acide va permettre finalement d'exfolier très très facilement le système lamellaire. Donc pour obtenir, vous voyez, des feuillets hybrides dont les longueurs sont de l'ordre de 30 à 150 nanomètres et ces feuillets ne présentent des épaisseurs que de 2 nanomètres. Alors que peut-on en faire? Eh bien maintenant ces feuillets, dans le talc, les feuillets étaient négatifs, c'était une argile. Maintenant j'ai modifié avec un groupement organique qui va être chargé positivement parce que je suis en milieu positif. En milieu acide, c'est typiquement le groupement amino chargé. Donc ces systèmes-là, une fois que je les ai exfoliés, vont être en fait des morceaux, je dirais, d'argile qui vont être positifs. Et donc, je vais pouvoir les coupler facilement avec, par exemple, des acides nucléiques du type ADN, qui, eux, sont chargés négativement, puisqu'il y a des groupements phosphates, ça tout le monde le sait, ou bien des protéines telles que l'hémoglobine ou des enzymes telles que la glucose oxydase. Ça, c'est une façon de faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces systèmes encapsulés vont présenter des stabilités qui vont être meilleures que les systèmes à l'état libre. En particulier, ceci peut se mettre en évidence assez facilement quand on étudie la température de dénaturation de l'ADN. Alors, ceci est la dénaturation la courbe de dénaturation de l'ADN libre. Et puis, l'ADN hybridé dans le talc hybride, eh bien, vous voyez, vous avez un décalage de la température de dénaturation de l'ordre de 20 degrés. Également, ça peut s'observer lorsque vous faites des nanocomposites talc hybride glucose oxydase, eh bien, vous étudiez en fait l'activité de l'enzyme encapsulée en fonction du pH. Vous voyez qu'il y a des pH de l'ordre du pH physiologique, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais dès qu'on s'éloigne de ce pH, l'enzyme seule commence à perdre un petit peu de son activité. Alors que
eh bien, la perte est moindre, je dirais, lorsque cette enzyme est encapsulée en fait, dans cette phase minérale. Alors, plus intéressant encore, bien entendu, on peut se mettre dans des conditions où on peut exfolier le système, et je vous ai dit finalement, l'exfoliation conduit à des plaquettes hybrides de tailles différentes. En effet, on a des plaquettes, vous voyez, de taille qui vont de l'ordre de 30 à 150 nanomètres. Mais vous avez un ensemble qui est polydisperse, un ensemble de plaquettes chargées polydisperses. Alors, ce qu'ont fait l'équipe de Mann en particulier, c'est que cet ensemble-là, ils l'ont passé en chromatographie par perméation de gel et ont séparé finalement les différentes espèces en fonction de leur taille. On récupère en fait les tout petits morceaux et maintenant on s'en sert un petit peu comme de briques de construction pour aller, par exemple, vous voyez, en présence d'ADN, on va créer de véritables boucliers hybrides sur la molécule. Donc on va avoir des configurations totalement différentes et ce genre de configuration va permettre de former des longs filaments de talc hybride et d'ADN, ou bien également pour encapsuler des enzymes. Alors évidemment, les aspects accessibilité vont être différents. Alors un exemple sur lequel qui m'a beaucoup intéressé est le suivant. En fait, au départ, dans la synthèse de ce talc hybride, vous avez simplement un organosilane qui peut être à peu près n'importe quoi. Si vous choisissez un mélange entre un organosilane porteur d'une fonction amine et puis un organosilane porteur d'une fonction fortement hydrophobe, eh bien le système ne va pas se positionner de façon statistique. Il va avoir tendance à créer une séparation de phase. Et en particulier, vous allez peupler un côté du feuillet plutôt riche avec des ammoniums et l'autre côté du feuillet plutôt riche avec des fonctions hydrophobes. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, vous créez des janus, des particules janus à base donc, de composés lamellaires, et quand elles s'assemblent, par diffraction des rayons X et microscopie, elles s'assemblent de façon non aléatoire, puisque finalement, la partie ammonium va venir encapsuler la partie négative biologique, et la partie hydrophobe va interagir sur elle-même. Alors voilà, je suis pratiquement à la fin de ma leçon. Je voudrais en prendre encore 2 petites minutes pour vous montrer des exemples qui concernent en fait des hydroxydes simples lamellaires qui sont polyfonctionnels. Ça, ce sont des travaux qui sont développés dans le groupe de Strasbourg. Alors, les hydroxydes simples lamellaires, les feuillets, bon, ce sont des feuillets de type brucitique. Et donc, l'équipe de Strasbourg, évidemment, ne travaille pas sur la brucite puisque ce que ces chercheurs recherchent, ce sont essentiellement les études des propriétés mécaniques. Donc, le cation divalent, ça sera plutôt du nickel ou du cobalt. Et donc les modes de synthèse de ces hydroxydes lamellaires magnétiques sont soit des modes directs ou solvothermaux, où on introduit un sel en présence, vous voyez, d'une molécule organique difonctionnelle téléchélique, par exemple des polythiophènes avec 2 carboxylates à chaque bout, pour former finalement ces structures lamellaires. Ou bien on peut également, par échange d'anions, avec à nouveau une molécule qui va être difonctionnelle, échanger finalement l'anion greffé sur l'hydroxyde simple lamellaire et obtenir ce genre de structure. Alors, je vous répète donc que les feuillets que vous voyez ici en vert ou en vert marron sont des feuillets qui sont magnétiques. Et avec les métaux choisis et les structures choisies, ce sont des composés qui sont pour l'essentiel des composés ferro- ou ferrimagnétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut intercaler en fait, des molécules organiques astucieusement choisies de telle façon à réaliser des couplages magnétiques optiques. La molécule pouvant être luminescente, comme le cas des oligothiophénes, ou dans le cas des oligophénylènes vinylènes, ou bien photochrome, comme dans le cas de ces diaryléthènes, qui, sous excitation lumineuse, s'ouvrent et se ferment, et changent de couleur. Alors, ça peut s'insérer, vous voyez, toutes ces molécules sont téléchéliques, donc il y a des fonctionnalités de chaque côté, de telle façon à pouvoir permettre le greffage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on peut créer des structures lamellaires avec donc des moments magnétiques alignés donc à basse température, typiquement ferro- ou ferrimagnétiques, avec des températures critiques qui sont en général pour ces matériaux-là entre 10 et 40 K, et ensuite étudier finalement sous excitation lumineuse, voir s'il y a couplage ou non entre la réponse optique et la réponse magnétique. Alors, pour les oligothiophénes, les résultats, pas bons du tout. Simplement parce que finalement, il y a un mauvais transfert de charge et il y a des modes d'agrégation, c'est ce que je vous disais au départ, de ces oligothiophénes qui en fait quenchent finalement les aspects fluorescence. En ce qui concerne les oligophénylènes vinylènes, là le magnétisme, ça commence à être intéressant parce que vous avez un magnétisme qui module la luminescence. En particulier,
vous avez une forte variation de la réponse luminescente lorsque vous traversez la température de transition critique. C'est-à-dire que quand tous les spins commencent à s'aligner sous forme ferromagnétique. Et dans le cas donc, des diaryléthènes photochromes, là la réponse est très intéressante parce que c'est le photochromisme qui module le magnétisme. La forme fermée ou ouverte conduisent à une variation du simple au double de la réponse magnétique, de la température critique. Donc en fait, ce sont des études très académiques, purement fondamentales dans un premier temps, parce que les valeurs, vous voyez, sont très faibles, mais au niveau de tout ce qui est conceptuel et de savoir gérer ce type d'interaction, je voulais vous les mentionner parce qu'il me semble que ce sont des études intéressantes. Alors au niveau des bibliographies et des contacts, si vous vous intéressez vraiment à ce domaine, qui est un domaine, je dirais, très très riche, bon, en France, du côté des argiles et CHSH, bon, il y a Henri Vandamme qui va bientôt faire un exposé, il y a ce fameux livre là sur le Handbook of Clay Science, que je vous conseille de lire si vous êtes patient, parce qu'il est très 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 épais. Donc c'est l'éditrice française, c'est Madame Bergaillard. Du côté des HDL, vous avez une équipe qui est qui est excellente avec Fabrice Leroux, Claude Forano, et c'était l'ancienne équipe de Jean-Pierre Besse. HDL pour la catalyse, donc David Tichit, Corinne Gernardin et Bernard Koch. Pour ce qui est des hydroxydes simples lamellaires et les propriétés magnétiques, ce que je vous ai montré à la fin, des études académiques très intéressantes avec Pierre Rabu et Marc Zaillon. En ce qui concerne les oxydes et calcogénures au niveau national, vous cherchez plutôt les travaux donc, des anciens travaux de Piffard, de Breck ou de René Clément, de Jacques pour ce qui est l'oxyde de vanadium. Hors de France, je dirais les ténors, vous avez Eduardo Ruzicki, Alberti qui est encore en activité en Italie, Abraham Clearfield, Gianellis, vous voyez Jean-Jacques Fripia qui part d'Orléans d'ailleurs, lui aussi au départ. Hein. Donc il y avait une équipe très 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 solide en France, dont le noyau central était Orléans. Pour ce qui est des japonais, Inagaki, pour ce qui est des hybrides, vous voyez Stéphane Mann. Alors, l'exposé qui va suivre, l'exposé d'Henri Vandamme, va parler donc des nouveaux liants hydrauliques, et donc il va énormément vous parler d'une autre famille en fait, de composés lamellaires, que je n'ai pas mentionné, mais là que je vais simplement vous donner quelques éléments, ce sont les silicates de calcium hydratés, qui sont obtenus finalement lors d'hydratation du ciment. Et vous voyez que les ciments, ce sont des mélanges qui sont relativement complexes. Je vous ai donné des pourcentages, mais ces pourcentages sont également variables selon les sources de ciment. Et en fait, ces silicates de calcium hydratés sont des composés lamellaires qui sont composés de doubles couches pseudo-octaédriques, où le calcium est en fait en coordination 7, encadrés finalement par des chaînes de silicates. Alors ces composés sont assez complexes parce qu'en général le degré d'organisation est moindre et en particulier, même s'il y a des structures qui ont été répertoriées telles que ce silicate de calcium nommé torbernmorite où vous voyez bien les enchaînements d'octaèdres et puis les chaînes de silicates, eh bien ce qu'il faut savoir et dont je pense que Henri va énormément vous parler, c'est qu'en fonction des conditions d'hydrolyse, de préparation du ciment, eh bien dans le CSH, la longueur des chaînes silicates peut varier de 40 à 3 en fonction du rapport calcium sur silicium. Et donc, ça vous fait toute une famille de produits. C'est pour ça que les matériaux supplémentaires sont très intéressants, mais ce sont des systèmes qui sont vraiment complexes. Et notre conférencier, qui est donc Henri Vandamme, va vous en parler dans 5-6 minutes. Donc, en fait, son titre, ça va être Ciment et béton des lions en pleine évolution. Alors, je me permets en 2 minutes de présenter Henri Vandamme. Donc, il est directeur scientifique de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, tout ça, IFSTTAR. Donc c'est tout nouveau ça. 1er janvier. Professeur à l'école supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, donc l'SPCI. Donc Henri a été chercheur au CNRS et il a dirigé jusqu'en 1999 le CRMD à Orléans. En fait, le CRMD, c'est ce que je vous disais dans la slide précédente, en fait, c'était quand même un noyau très dur pour les argiles, parce qu'il y a eu un moment, tu me contredis, il y a eu Fripia, il y a eu toi, il y a eu Ruzicki aussi, il y a eu Bergaillard, en fait, qui est encore. Donc, en fait, il y avait vraiment une concentration de gens très, très compétents sur Orléans. Alors, son domaine à Henri Vandamme, c'est la physico-chimie des matériaux. Donc, l'essentiel de ses recherches consacrées à la matière très divisée. Vous comprenez pourquoi, quand vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec les argiles et les dérivés, et une prédilection pour les matériaux minéraux et les phénomènes d'absorption. Donc en fait, il s'intéresse à évidemment des domaines variés au niveau des champs d'application, l'énergie solaire à la science du sol, la catalyse, le forage pétrolier, la cosmétique. Et depuis une quinzaine d'années, ces activités sont fortement, pas centrées je dirais, mais déportées vers les matériaux de construction. Voilà, je vous remercie pour votre attention.